Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et oui, ça y est, il fait beau, c'est l'été. Alors je sais pas s'il fait beau partout, en tout cas sur une majorité du pays il a fait beau ces derniers jours. Donc on a pu rouler, on a pu profiter pour sortir le vélo, faire des bornes et surtout faire bien attention de ne pas tomber en fringale. Et puis surtout c'est l'été qui approche et il y a un petit parfum de Tour de France. Ça commence à sentir bon la grande boucle avec le grand départ qui se profile dans moins de 3 semaines maintenant. Et puis justement qui dit Tour de France dit forcément Critérium du Dauphiné, la grande course de prépa qui vient de se terminer, dont on avait fait la preview la semaine dernière. Et bien écoutez, ce soir on va débriefer ensemble cette course qui a été assez intéressante. Et puis également on en profitera pour faire une preview rapide de l'autre course de préparation du Tour en parallèle. Le Dauphiné vient de se terminer et c'est le Tour de Suisse qui vient tout juste de démarrer. On va en profiter pour faire un petit focus sur le parcours et puis les différentes forces en présence. Pour m'accompagner ce soir, écoutez, c'est l'équipe qui se réunit traditionnellement pour écraser les pédales, puisque j'ai avec moi déjà Loïc. Comment ça va, Lolo ? Ça va très bien. Le beau temps veut dire aussi retour des allergies, donc je vais peut-être parler un peu du nez. Mais dans cette période de Roland-Garros, tout va très très bien. Bon super alors, et avec nous également, vous le connaissez, il est là depuis très longtemps maintenant, c'est Poppy qui fait son retour. Comment ça va, Poppy ? Salut à tous. Écoute, très bien, une semaine de Dauphiné dont on va parler. J'ai un peu fait défaut au Dauphiné quand même cette semaine pour regarder Roland-Garros, mais en tout cas très content de revenir un petit peu pour parler de ces courses-là. Et puis comme tu as dit, Titien, l'approche grandissante du Tour de France de cet été. Ouais, tout à fait, ça arrive à toute vitesse et ce Dauphiné, il y avait, je trouve, je pense qu'on est d'accord, un vrai parfum de Tour de France. Avant de débriefer la course. Voilà, le petit rappel habituel, n'hésitez pas à nous soutenir sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Le nombre d'abonnés, il continue à augmenter. Est-ce qu'on pourrait pas atteindre les 2500 abonnés pour le Tour de France ? Ça paraît un peu ambitieux, mais à 3 semaines de la grande boucle, on peut toujours se fixer ce cap comme objectif. Et puis, petit rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour y découvrir les articles de Matt et Simon. Voilà, comme on le dit à chaque fois, le boulot est dingue, il y a plein d'articles qui sortent toutes les semaines, des petits articles historiques, des articles d'actualité, donc allez voir tout ça, ils font un super boulot. Bon les gars, on va se concentrer sur ce Critérium du Dauphiné, c'est tout frais, il vient de se finir avec la victoire de Primoz Roglic devant Matteo Jorgensen et Derek G. Alors il y a plein de choses à dire sur ce Dauphiné, donc on va un peu faire sujet après sujet. Moi je voulais juste un petit peu rapidement déjà un retour. Est-ce que vous avez aimé cette édition du Critérium du Dauphiné ? On avait fait la preview ensemble et moi j'ai vraiment pas du tout été déçu. J'ai adoré la suivre cette course. Bon, peut-être que le week-end elle partait un peu tôt les étapes et donc ça coupait un peu la journée, mais c'était cool à regarder. Il y a eu la chute massive qui était un peu dommage à voir. Enfin, c'était pas très rigolo. C'est pas des images qu'on aime voir, mais il n'y a pas eu énorme casse, j'ai l'impression. Enfin, si, il y a eu quand même de la très grosse casse, mais pas autant on a vu précédemment sur cette saison. Mais non, c'était super. On a vu de tout en tout cas. Ouais, clairement, je suis d'accord. C'est un bon avant-goût du Tour de France qu'on a là, avec des coureurs finalement qui étaient quand même assez homogènes dans leur niveau, sans les deux ogres. Et donc je trouve que c'est quand même une course assez ouverte et à laquelle on pouvait s'attendre à beaucoup de scénarios. Et ouais, c'était assez satisfaisant à regarder ce Dauphiné. Ouais, tout à fait. Et puis pour parler rapidement de la chute et puis clôturer rapidement ce chapitre après, ouais, il y a une chute impressionnante, quand même près de 80 coureurs qui tombent en même temps. Moi j'ai rarement vu ça, donc ouais, c'était très très impressionnant et chapeau aux organisateurs quand même. Je trouve que voilà, parfois on peut critiquer beaucoup de courses sur le fait que ça se passe mal, etc. Ici, mine de rien, il y a vite une prise de décision de mettre fin à l'étape, grosso modo, et de vite se concentrer sur la sécurité des coureurs. Donc ouais, je pense que vous êtes d'accord avec moi et qu'on peut leur dire un bravo d'avoir bien géré cette situation en tout cas. Tout à fait d'accord. Ouais, complètement.
Et ben écoutez, on va se concentrer du coup sur sur le classement général de ce Dauphiné, puisque c'était quand même un bon indicateur pour le Tour, et puis on va forcément commencer par le vainqueur, le coureur de la future équipe Red Bull Bora, actuellement Bora Hansgrohe, Primož Roglič. Donc Primož Roglič qui remporte son deuxième Dauphiné après celui de 2022, une habitude pour le Slovène qui, je sais pas combien il a de courses par étape d'une semaine, mais c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que j'ai vu passer une statistique, mais en fait toutes les courses par étape d'une semaine qu'il gagne, c'est à coup de quelques secondes, et ça on s'y attendait pas forcément, puisque Roglič a été finalement assez dominant jusqu'à cette dernière étape où il conserve, je crois, pour 7 secondes, 7 ou 8 secondes le maillot jaune. Vous en avez pensé quoi de ce résultat final de Primož Roglič? Est-ce que c'est un super résultat avec une super victoire en vue du Tour, ou alors c'est plutôt un peu un trompe-l'œil, et cette victoire malgré tout elle donne des indications assez pas forcément incroyables pour le Tour de France? Comment vous le voyez ça, vous? Moi, je trouve que cette question-là, elle est super compliquée. Déjà, il m'a fait vivre des moments de stress et de joie un peu trop souvent. J'ai eu des hauts et des bas avec Roglič là. Mais en fait, il faut voir deux choses. Il faut voir contre qui il roulait, c'est-à-dire contre quel genre d'adversité il a roulé, et donc est-ce que c'est vraiment comparable à ce qu'il y aura au Tour de France, et comment est-ce qu'il a roulé. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rassurant, c'est son équipe. Son équipe est super forte, c'est la deuxième puissance qu'il y aura au Tour de France pour moi. Mais Roglič en lui-même, il a été très très fort sur tout le début de semaine, je trouve. Même sur le chrono, au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il avait 25 secondes de retard au premier temps. Je me suis dit, oula, il y a un problème là. Mais non, il a réussi à bien gérer son effort, etc. Et jusqu'à cette dernière étape, j'étais vraiment à fond en me disant, bon, tant que Roglič, il a les petites roulettes et il tombe pas, il peut vraiment faire quelque chose sur ce Tour de France. Et après, j'ai eu vraiment enfin, je me dis, mais là, je me remets vraiment en question avec cette dernière étape. Et il faut voir qu'il n'était pas contre les Vingegaard et contre les Poggi. Donc il jouait contre des gens qui sont plus prétendants au top 5, top 10. Comment est-ce que ça va se passer? Mais en tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est que la Bora est extrêmement forte. Ils ont ils ont des super équipiers, donc ça pourrait le faire comme ça, mais juste il y a Roglič, il faut qu'il reste sur son vélo et qu'il arrête de faire des coups de stress comme ça en montagne, quoi. Non, carrément, moi je te rejoins complètement. Sur cet aspect d'avoir une équipe très très forte aux côtés de lui, ça sera la deuxième puissance du peloton pendant le Tour de France. L'adversité sur ce critérium, elle était quand même là, je trouve. Il y a quand même du gros nom, hein. On avait Carlos Rodriguez, Matteo Jorgensen, Ciccone, Buitrago aussi qui pouvait être un gros nom à sortir, et Evenepoel évidemment. Donc voilà, Mikel Landa aussi. Il y avait quand même du beau nom à côté, et voilà, il fallait se montrer être le plus fort. En tout cas, il fallait confirmer ce statut de potentiellement troisième homme du Tour pour Roglič. Je trouve qu'il le confirme à moitié, j'ai envie de dire. Il est très fort, il n'y a pas de souci, son équipe va être là, et on sait que c'est très important d'avoir une bonne équipe sur un grand Tour de 3 semaines. Après, voilà, je pense que si Jorgensen gère un peu mieux sa course, il peut sûrement aller remporter ce critérium du Dauphiné, du moins sur sa dernière étape. Derrière, on en reparlera sûrement, mais il y a des coureurs que j'ai pas trouvé forcément très, très, très incisifs. Donc voilà, pour moi, c'est un Dauphiné quand même en demi-teinte pour Roglič. C'est rassurant, mais je pense que sans son équipe, il est peut-être pas à cette place-là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça va être une grande aide pour lui d'avoir des Vlasov, des Hindley pendant le Tour de France. Ouais, moi je suis assez partagé, et je suis quand même assez inquiet. Alors bravo, il a encore une belle course par étape World Tour, on est habitué dans son palmarès. Il a super bien géré la course, mais il gagne sur 2 sprints au sommet comme il sait faire, quoi. Mais on a senti à aucun moment qu'il était capable de se débarrasser d'adversaires qui effectivement sont des adversaires qui sont forts, mais quand on voit le niveau d'un Tadej Pogačar sur un Giro, si l'objectif c'est d'aller essayer de gagner le Tour de France, moi je trouve pas ça très rassurant, et même pour le podium, on sent qu'en fait avec l'accumulation des jours de course, il y a certains coureurs qui montent en puissance, et je l'ai pas senti hyper rassurant dès que la course un peu s'emballe, et que de loin, je sais pas. En tout cas, objectif podium à mon avis, il est dans les temps.
objectif victoire sur le Tour, c'est quand même vraiment pas rassurant hein, d'être derrière un Lorenz de plus ou un Santiago Buitrago sur une montée comme ça. Donc ouais, c'est pas le mec qui m'a le moins rassuré de la semaine, loin de là. Il a gagné quand même la course, mais je sais pas, ouais, l'adversité sera quand même énorme sur le Tour de France. Hein. Il manquait quand même si l'adversité était déjà là ici, il manquait quand même des mecs. Et est-ce que ce sera suffisant même pour un podium? Moi, je sais pas. Surtout enfin, je pense qu'il était quand même s'il est pas au top comme beaucoup de coureurs, il était quand même à un très très bon niveau. Donc ouais, un peu d'inquiétude malgré ce maillot jaune. Et je pense qu'il doit en avoir un peu lui aussi dans l'optique du Tour de France. Bah, moi, honnêtement, je suis plus stressé et plus inquiet pour un Remco. Enfin, en tout cas, est-ce que Remco devrait jouer le général plutôt que est-ce qu'il devrait pas plutôt aller jouer les étapes, voir qu'est-ce que la Soudal peut amener comme équipe sur le Tour de France. Je suis plus inquiet de cet aspect-là que de l'aspect Roglic. Ouais, je te rejoins pour Remco, ça m'inquiète quand même un poil plus que Roglic. Après, voilà, on est à 3 semaines du Tour, donc il y a, comme on l'a un petit peu, on l'a dit en off, il y a, c'est pas non plus pardon, des performances qui sont vouées à rester stables. Donc voilà, on peut toujours s'attendre à des choses différentes, surtout que 3 semaines de course, c'est complètement différent d'une seule semaine. Donc voilà, mais je pense qu'on peut quand même tirer un petit bilan hâtif, si je peux dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, on parlait de Remco. Justement, moi, j'avais envie de vous poser la question. Remco, il s'annonce avec un objectif de podium. Alors, il parle pas de victoire finale, il a jamais parlé, et je pense que ça sera compliqué. Mais est-ce que sur cette semaine, de ce qu'on a vu de Remco Evenepoel et de ses capacités en montagne, parce que je pense qu'en chrono, on a tous bien vu que il y avait pas trop d'équivalent. Est-ce que, pour vous, dans votre tête, le podium du Tour de France, il s'éloigne un peu avec cette semaine du Dauphiné, ou au contraire, est-ce que vous restez assez serein pour le Belge? Bah, en fait, moi, j'ai pas bien compris la stratégie de communication de la Soudal, enfin de Remco en lui-même. C'est-à-dire qu'on part en disant, ok, on joue pas le général, on va voir comment sont et la forme. Je rentre de blessure. Bon, d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Tu rentres de blessure, tu peux ne pas être à 100%, c'est tout à fait normal. Mais alors que sur le chrono, il montre que quand même il doit bien avoir sous les pattes parce que il pulvérise quand même beaucoup de monde. Et après, en haute montagne, il disparaît totalement. Enfin, j'ai vraiment pas compris Remco. Après, il y a une chose que j'apprécie vraiment dans sa façon de courir, c'est que bon, il accepte le fait que bon, que si je suis là, je vais exploser. Il monte au train, il monte avec son rythme et comme ça, il arrive à un peu avoir moins de casse. Mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant pour aller viser même un top 5 sur le Tour de France. Si tu exploses comme ça, moi je préfère aller le voir aller gagner les étapes, un peu comme ce qu'on avait vu sur la Vuelta. Non, je suis d'accord. Remco, moi, ça me rassure pas du tout. Je l'ai dit juste avant. Après, je te rejoins, Loïc, sur cette capacité quand même à gérer son effort dans la difficulté. On l'a vu sur l'étape d'hier où il prend quand même, il prend quoi, 1 minute 40 à peu près, 2 minutes. Mais bon, voilà, il fait son train, il panique pas. Il aurait peut-être pu prendre beaucoup plus. Donc c'est quand même, à son jeune âge, je trouve vraiment bien de gérer ça. Après, voilà, très fort sur les chronos, évidemment, on le savait et on le sait que c'est sa grande qualité. Un Tour de France, ça se consolide sur les chronos, mais ça se gagne pas qu'avec ça, je pense. Voilà, s'il y a des difficultés en haute montagne pour Remco, est-ce que la stratégie de la Soudal, c'est pas de changer un petit peu les choses, ou alors d'arriver en tant que, bah voilà, peut-être premier maillot jaune pour lui, ou tout simplement équipier de luxe d'un Mikel Landa, j'en sais pas, parce que Mikel Landa m'a pas non plus prouvé qu'il était dans la forme dans une forme exceptionnelle. Donc à voir dans 3 semaines comment se sent Remco. Il n'était pas forcément au top sur ce Dauphiné. Il avait eu quelques soucis aussi. Donc je pense que ça peut. Ce qui est positif en fait, c'est que ça peut que aller au mieux pour lui jusqu'au Tour de France, je pense.
Ouais, ben c'est comme vous, je suis un peu mitigé. Alors pour moi, il faut quand même pas qu'il vienne sur le Tour de France avec un objectif de gagner des étapes. C'est quand même Remco Evenepoel, il a besoin de se Mm. tester et de voir sur la plus grande course du monde ce qu'il vaut par rapport au gratin mondial. Moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est que là, j'ai l'impression qu'il court un peu comme un Tom Dumoulin de l'époque, c'est-à-dire je gère mon effort, je me fais vite lâcher, mais ensuite je me mets jamais dans le rouge et finalement je limite, mais sauf que Tom Dumoulin, ça marchait à l'époque parce que, mine de rien, j'ai l'impression que le niveau n'était pas le même. Aujourd'hui, on va avoir un niveau, faut se dire, hein, que chez UAE, Almeida, Damietz était pas là. Enfin voilà, c'est des mecs qui vont tout faire exploser en montagne. Et si déjà la Remco, c'est difficile pour lui à ce niveau-là, parce que lui il dit qu'il est pas au top, mais je pense que personne est à 100%. Alors hormis quelques coureurs, mais qui, à mon avis, qu'on a vu cette semaine, qui disputeront pas le général du Tour, mais finalement tout le monde est en construction de sa forme pour le Tour de France et bon, je sais pas, pour gagner, même pour faire podium du Tour de France, il faut pas seulement être capable de limiter, mais il faut être capable de prendre l'initiative et pour l'instant, bah, il est pas tellement dans cette démarche-là. Donc oui, il y aura 2 chronos au Tour de France, mais il y aura un chrono le dernier jour qui dépendra beaucoup de l'état de forme du moment, donc il aura pas tant d'occasions que ça de prendre du temps à ses adversaires avant la montagne. Donc ouais, après il peut très bien monter en puissance aussi. Enfin voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui dans les temps de passage, bah il est pas en tout cas dans des temps de passage d'un mec qui peut faire podium du Tour de France pour moi. Est-ce qu'on Mais a fait? d'accord. Après, il Ouais. faut juste prendre en compte que là, il découvre le Tour de France. Enfin, il y va pour se tester. Et justement, c'est pour ça que je dis qu'il pourrait peut-être passer d'un objectif de général à visiter les étapes. C'est-à-dire que si il découvre le truc, il se dit putain, en montagne, c'est pas possible. Bon, je me laisse aller comme sur la Vuelta. Je perds 25 minutes sur une étape. Et après, je peux me mettre dans les échappées. Je peux aller me mettre et aller gagner enfin 2 3 étapes comme ça. Moi je trouve que ce serait pas déconnant et je trouve que ce serait pas complètement un aveu d'échec. Non, non, bien sûr que non, mais bon, t'es quand même Evenpool, t'as quand même même si c'est la première fois sur le Tour de France, t'as un statut, t'as une carrière derrière toi qui est là, et voilà, c'est pas non plus un débutant, hein. Je pense que quand Mathieu Van Der Poel est arrivé sur le Tour de France, on a quand même eu des attentes après lui. C'est pas le même style de coureur forcément à l'heure actuelle. Van Der Poel, était pas là pour jouer des généraux ou autre, mais voilà, t'arrives quand même avec un statut. Et pour moi, Evenpool, bah ouais, comme a dit Titien, si tu viens juste pour gagner des étapes, bah, pour moi, c'est pas les objectifs de début de saison d'Evenpool, quoi. C'est d'aller se battre sur des grands tours pour espérer aller au mieux décrocher une victoire, au pire être sur le podium ou dans le top 5. Enfin voilà, quoi. Pour moi, c'est ça ce que visait Evenpool, en particulier sur le Tour de France cette année. Et bah, pour l'instant, si le Tour de France il est pas dans le top 10 ou alors qu'il abandonne ou je ne sais quoi, bah ça sera pour moi autant une déception que lors de l'abandon sur le Giro à cause du Covid, même si par rapport au Covid il y peut pas grand-chose, mais pour moi ce sera une déception quand même. Mais moi je trouve que pour l'instant Evenepoel il a pas enfin bon d'accord il a gagné la Vuelta mais pour l'instant il m'a pas encore montré qu'en haut de montagne face à des très gros adversaires il pouvait faire le Oui, taf sur un contour. Moi je sais pas encore s'il peut vraiment jouer un général. c'est son choix, hein. Ouais, de toute façon, on Ouais, le c'est verra dire. maintenant, hein, ça va se rapprocher. Donc, mais en tout cas, il doit pour moi venir avec cette optique de jouer le général parce que quel aveu de faiblesse quand même si tout de suite t'arrives sur le tour en disant non, non, j'ai pas. Ouais, voilà, non, il peut pas arriver dans cette optique. Il a trop d'attentes sur lui. Enfin, il a quand même un salaire. Enfin, bah, voilà, c'est donc il a construit sa saison autour de cet objectif. Tu peux pas construire ta saison autour d'un objectif où tu dis je viens pour gagner 2 3 étapes. Enfin, ce sera pas suffisant. Donc mais encore une fois, j'ai envie de dire maintenant qu'il peut que nous surprendre dans le positif, étant donné que voilà, on a cette impression qu'il va arriver sur le tour un petit peu dans une position un peu en difficulté, un peu loin des attentes qu'on avait peut-être en lui au début d'année. Donc j'ai envie de dire que finalement, il ne peut que nous surprendre positivement sur le Tour de France. En tout cas, il y en a un qui nous surprend assez positivement depuis le début de l'année et ça se poursuit, c'est Matteo Jorgensen, deuxième du classement général à seulement 8 secondes de Primoz Roglic. Bah alors Jorgensen, moi je m'étais dit bon, il a bien progressé depuis qu'il est arrivé chez Visma. Paris-Nice, il l'a gagné, mais Paris-Nice, c'est au-delà d'une course qui grimpe un peu, c'est surtout une course de dur au mal, etc. Est-ce que c'est pas, enfin, en plus, le mec a brillé sur les classiques de printemps, sur les classiques flamandes, pardon. Donc, je me suis dit, bon,
Peut-être que là, il va arriver sur le Dauphiné, face à des coureurs de classement général de grand tour, avec ses 70 kilos. Enfin, voilà, ça va être un peu difficile pour lui. Bah, pas du tout. Matteo Jorgensen, il continue de montrer course après course que, à la fois, c'est un excellent grimpeur, un excellent roller et surtout un coureur hyper endurant avec une énorme caisse parce qu'il était encore une fois impressionnant. Dans les lignées de sa saison, il s'affirme de plus en plus comme un coureur de course par étapes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Jorgensen? Parce que moi, je suis vraiment, vraiment bluffé par ce coureur là depuis le début de saison et encore plus par ce Dauphiné. Bah, comme tu le dis, dans la preview, on l'avait cité, mais on ne voyait pas aller Bah ouais, hein. faire une si grosse passe au général, parce que son physique faisait que c'était quand même compliqué d'imaginer ce genre de choses. Il nous a contredit. Il arrive à remonter un peu le naufrage Visma actuel, ce qui est très très positif. Et après, la question qu'on se pose, j'ai un peu l'impression que c'est la question qu'on se pose un peu tout le temps en ce moment, mais quid du Tour? Quel rôle il va avoir, co-leader? Est-ce que ça va être un équipier de luxe? Je pense que ce sera en fonction des formes qu'il y aura sur le Tour de France. Mais l'impression qu'il donne, en tout cas sur cette saison, c'est que il était déjà très très bon l'année dernière et là il éclate vraiment au grand jour sur les courses par étapes pour aller jouer le général. Ça, on l'avait pas vraiment. Enfin, moi, je l'avais pas trop imaginé faire ça à ce niveau-là. Donc non, et même sur les classiques, il fait une excellente saison. Pour moi, c'est une des têtes de gondole de la Visma et je suis très content de voir ça. Ouais, je suis d'accord, c'est une tête de gondole de la Visma, ça sera un gros allié pour Jonas Vingegaard si il va jusqu'au bout de son Tour de France. Et au pire des cas, c'est un très bon lieutenant, leader, j'ai envie de dire. Je pense que ça peut être bien d'avoir deux cartes chez la Visma, en gardant Sepp Kuss évidemment en pur lieutenant. Pour emmener nos deux hommes, je sais pas si Vingegaard ira au bout de son Tour de France. En tout cas, on le verra, je pense, dès les premiers gros duels avec Pogacar et les autres. Mais voilà, Jorgensen, il fait une très bonne saison. Il est vraiment à un niveau auquel on l'attendait pas forcément. Sur les classiques, il a été très fort. Après sa victoire de Paris-Nice, là, il manque de peu la victoire au Critérium. Donc, il fait jeu égal avec, voire même c'est pour moi, à la fin de ce Critérium du Dauphiné, le plus fort de tous. Donc non, franchement, il est très bon rouleur aussi. Jorgensen, très bon descendeur. Il a un peu toutes les qualités qu'on souhaite retrouver chez un coureur de course par étape. Donc moi, je trouve que les voyants sont ouverts. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir en leader. En tout cas, moi, j'aimerais bien le voir en leader, ou du moins en co-leader pour le Tour de France en fonction de l'état de Vingegaard. Mais ouais, ça peut être vraiment un bon coureur capable aussi de bien dynamiter les courses. Et ça, c'est intéressant, à l'image d'un Chicone, c'est-à-dire que tu peux, voilà, Jorgensen, il est pas à l'abri de partir, mettre un coup de pétard, et il a pas peur de ça, quoi. Et pour un coureur comme Pogacar, bah, attention, ça peut, voilà, même si Pogacar est dans une forme incroyable et que rien ne peut l'arrêter, enfin, rien ne semble pouvoir l'arrêter, voilà, ça peut quand même mettre un coureur qui fait du remue-ménage dans une course et qui peut te faire potentiellement douter, donc très intéressant. En tout cas, il a fait une très belle saison et j'espère que ça va se concrétiser pendant le Tour de France. Ouais, tout à fait. Non, mais moi, je le trouve impressionnant. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il arrive dans le reste de la saison, il a prouvé qu'il pouvait tout à fait être un leader sur les courses par étapes maintenant pour l'équipe Visma. Moi, j'ai juste un peu peur que, tu vois, j'ai l'impression que sa saison elle ressemble beaucoup à celle de Mathias Skjelmose l'année dernière, où Skjelmose, il avait fait une grosse saison. Deuxième de la Flèche Wallonne, il était dans les meilleurs sur Liège, etc. Il avait gagné le Tour de Suisse, et puis tout le monde en faisait un grand favori, un des favoris pour le podium du Tour. Et puis finalement, après ce gros début de saison, le Danois, il avait un petit peu craquer sur le Tour. Ça pourrait peut-être faire un petit peu pareil pour Matteo Jorgensen, mine de rien, qui est d'enchaîner toutes ces courses là à top niveau. Après, encore une fois, voilà, j'ai l'impression qu'avec son gabarit en plus, il a de la réserve, etc. Donc il pourrait très bien nous surprendre sur le Tour de France. En tout cas, bon bah voilà, si Jonas Vingegaard est bien au départ du Tour et en très bonne forme, il aura vu que Sepp Kuss est pas l'air au top cette saison suite à ces trois grands tours de suite l'année dernière, il subit peut-être le contre-coup. Il a avec Jorgensen
un excellent coureur qui est en plus bon sur tous les terrains. Donc voilà, je pense que Matteo Jorgensen, pour l'avenir, on réentendra parler de lui et peut-être dès l'an prochain sur un grand tour. Avant de parler des quelques surprises qu'on a eues, parmi ceux qu'on avait évoqués au départ de ce Dauphiné comme étant des favoris au podium du Tour, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont surpris, enfin en tout cas qui vous ont rassuré, ou alors au contraire où vous dites ouais, là ça va pas le faire du tout pour le Tour? Bah, alors, candidat au podium du Tour de France, non, mais moi, tu connais, il m'a donné une super impression sur, sur cette course par étapes. Il a été explosif, il a réussi à suivre des coups. Je trouve que la Lidl Trek continue sur sa lancée et une équipe très très solide. Je sais pas s'il peut vraiment aller viser un général. C'est une question sur 3 semaines, etc. Je pense pas, mais nous faire un tour comme l'année dernière où il a été étincelant, ça m'étonnerait pas et je suis vraiment très très rassuré par lui. Après, on a eu des surprises. J'ai pas envie de prendre les noms de tout le monde, mais enfin, on a eu des Lascano, etc. Enfin, Lascano, il vise pas vraiment un général non plus, mais il a été extrêmement bon et on l'a vu à des endroits où on se disait mais qu'est-ce qu'il fait encore là en montagne. Mais je pense que non, il y a pas mal de monde qui qui est passé par là et qui m'a rassuré. Enfin, il y a aussi le collectif Ineos qui me rassure de plus en plus avec un de plus, un Rodriguez qui étaient un peu les deux outsiders et qui ont été excellents. Il y a beaucoup de noms qui passent dans ma tête. Ouais, je vais pas rajouter forcément de choses par rapport à ces personnes rassurantes. Je vais plutôt essayer de parler de ceux qui inquiétaient un peu. Évidemment, bah, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais moi, les Français m'ont quand même pas mal inquiété Ouais, on en parlera après. sur ce critérium. Bah voilà, on en parlera un petit peu après, mais sinon, ouais, dans les rassurés, ouais, Chicone, j'appuie dessus. Moi, je pense qu'il peut faire encore de belles choses sur le Tour de France, comme l'année passée où il a défendu fièrement et gagné fièrement son maillot à poids. Donc voilà, j'ai hâte de le voir courir. Et c'est La un coureur combinaison que- intégrale. La combi Elle est intégrale, incroyable. elle est magnifique. Moi, je suis pour. Ouais. Mais voilà, je pense il peut rendre encore une fois ce Tour de France super intéressant. Et c'est un coureur qui, on le sait, attaque quand il faut attaquer, n'a peur de rien. Là encore aujourd'hui, il part à l'avant pour tenter le coup. Et il reste quand même accroché à la roue de Roglic derrière. Donc, non, moi, je trouve que c'est un super coureur et j'espère qu'il va nous faire avoir des étoiles plein les yeux dans le Tour de France cet été. Ouais, Chicone qu'on adore et qui a, Mm. à mon avis, qui visera cette année une victoire d'étape en montagne. Moi, je suis pas très convaincu pour un classement général, mais Non, non, non. plutôt un baroudeur des montagnes. Et moi, celui qui m'a bien rassuré, c'est Carlos Rodriguez. Et dans ma tête, je me dis de plus en plus que c'est un mec que je vois bien sur le podium du Tour. J'ai l'impression que plus les jours avancent et plus c'est un mec qui progresse et plus la course est dure et plus il est fort. Enfin voilà, je le vois très très bien arriver au top sur le Tour après sa 5e place de l'année dernière. Donc ouais, moi j'en fais un gros outsider pour le podium. Et puis dans les déceptions, bon, on en parlera après, mais tu vois, un coureur comme Jay Hindley, pas du tout au niveau de ce qui est attendu d'un mec qui a gagné un Giro. Même en tant qu'équipier, je trouve qu'il a pas été très bon. Bon, après, quand il a gagné son grand tour, il était invisible les semaines avant, donc c'est peut-être bon signe pour lui, mais en tout cas, j'ai trouvé pas un niveau impressionnant. Bon, il y a quand même eu une surprise cette semaine. Alors, on a parlé rapidement de Lascano, mais il y a un mec qui a quand même fait 3e du classement général. Je voulais qu'on en reparle. Je pense que aucun d'entre nous l'attendait à ce niveau avant le départ du Dauphiné. C'est Derek G. Bon, on l'avait découvert sur le Giro l'année dernière. Il avait fait, je crois, 15 échappées sur les 21 étapes. Il avait fait 4 deuxième places. Là, on le retrouve quand même 3e du critérium du Dauphiné. Hein. Enfin, vraiment à un niveau. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis sous le choc un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah, moi, j'avoue que je suis un peu aux anges parce que moi, ce personnage, je l'adore. Il m'a vraiment énormément marqué l'année dernière. Et je trouve que c'est le personnage un peu du deuxième malheureux à chaque fois qu'il avait un peu à la peau, il a réussi à s'en défaire cette semaine-là. Parce qu'il porte quand même le maillot jaune, il va gagner une étape de façon un peu royale. Enfin, il est très 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 bon. Et le fait qu'il arrive à suivre
les montagnards. C'est-à-dire que, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a pas vraiment un physique de grimpeur. Et il arrive à s'accrocher comme ça sur les enchaînements de col. Moi, je pensais vraiment pas que c'était possible. Je pensais que ça allait être un peu pas un pétard mouillé, mais en fait, il allait faire très bon début, mais qu'il allait se faire lâcher en montagne. Et il a réussi à s'accrocher. T'as l'impression, en plus, quand il est sur le vélo, moi, c'est un coureur que j'aime regarder courir. C'est-à-dire il est tellement expressif. Enfin, c'est assez incroyable de le voir essayer de s'accrocher avec. C'était avec Rodriguez et Jorgensen sur la dernière étape. Tu le vois sur le vélo. Il est à bout et il se met vraiment à 150%. Et moi, j'adore ce coureur. Il me fait vraiment énormément plaisir. Et l'avenir est pas mal pour lui. Et je pense que pour réitérer le premier texte, c'est aussi très très bien parce que bon, derrière Froome, on l'a pas vu sur cette semaine et ils ont un mec qui, en plus, ils ont prolongé pour très longtemps, qui sécurise, qui est très bon et que je pense que le public apprécie énormément aussi. Ouais, clairement, hâte de voir son taux de peak rate sur Cycling Fantasy cet été pour voir les 90%. Mais non, en tout cas, c'était très bon Dauphiné de sa part. Je pense qu'il peut pas rêver mieux. Voilà, c'est aussi d'être placé là. Ce qui est chouette, c'est que là, on a un coureur qui est pas forcément à l'endroit où on l'attend, voire même pas du tout, mais qui saisit l'opportunité, qui s'accroche et qui, voilà, au final récupère une grande satisfaction, je pense, après cette course-là. Et c'est difficile de rêver mieux. Enfin, quand t'es à sa place, je pense que c'est vraiment difficile de rêver mieux. Honnêtement, c'est juste génial. Et bah, ouais, chapeau. Franchement, chapeau. Et c'est cool de voir un petit peu ces noms-là traîner entre des Rodriguez, des Evenepoel, etc. Je trouve ça chouette. Ça casse un peu l'hégémonie et c'est vraiment, vraiment agréable. Ouais, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faudra se demander, c'est quoi la suite pour Derek J. Bon, bah, je pense qu'avec cette semaine, il a gagné sa place pour le Tour de France. Je pense que ça fait aucun doute. À voir si sur le Tour de France, il voudra se tester au classement général. Je sais pas. Après, il y aura quand même une adversité bien plus élevée. Est-ce qu'il aurait pas intérêt à plutôt se mettre en baroudeur avec le niveau qu'il a? À mon avis, il peut aller chercher 2-3 étapes, hein. S'il décide de jouer les baroudeurs. Et puis on l'a vu sur le Giro qu'il était voilà, que sortir en échappée tous les jours, ça lui faisait pas peur. Donc je pense qu'en tout cas je pense que c'est pas un mec qui a une cote hyper énorme à Cycling Fantasy et il est possible que ce soit un coureur qui soit dans beaucoup d'équipes. On a fait le tour sur Derek J. Je pense qu'on peut terminer et clôturer ce débrief du Dauphiné en parlant de nos Français. Moi, j'ai quand même une question parce que bah voilà, très sincèrement, le bilan, il est pas non plus incroyable de ce Dauphiné. Alors, on n'avait pas forcément des attentes hyper élevées, mais ça reste quand même décevant. Moi, j'ai ma question, enfin, elle est un peu polémique, hein, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un peu un retour aux années 2000? Les années 2000, c'était quand même dur. On avait le seul Christophe Moreau qui se battait, et quand il était pas là, c'était des mecs qui se battaient, des Goubert ou des Moncoutier qui se battaient pour faire un top 20 de Grand Tour, etc. Enfin, voilà, on a un peu disparu, j'ai l'impression. Comment vous analysez ça? En tout cas, est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que ça y est, les Français ont baissé dans la hiérarchie? Ou est-ce que finalement la 4e place de David Gaudu il y a 2 ans sur le Tour de France, c'était un peu un feu de paille? Comment vous analysez la situation, vous? Bah, comme dirait l'autre, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Gaudu, je pense qu'il faut qu'il arrête de viser les générales. Va gagner des étapes parce que en tout cas arrête de dire que tu vises les générales parce que là c'est vraiment pas possible. Je fais pas le poids. Je pense qu'en échappée, s'il se mettait en échappée, comme vu comment il arrive à tenir à peu près jusqu'à 2-3 bornes de la fin les favoris, je pense qu'en échappée il pourrait aller gagner des étapes, hein. Il serait assez fort. Mais quand on parle de général pour les Français, c'est compliqué actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des noms où on se dit dans le futur ça peut vraiment faire des étoiles et on voit, on se dit Lenny Martinez, etc. Un Paul Seixas, on en parlait un peu de très 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 loin. Mais actuellement les Français brillent pas sur le général.
Mais il brille autre part aussi, donc c'est pas non plus une période sombre pour le cyclisme français, mais c'est pas vraiment une période de joie pour les classements généraux. Non, clairement, on reste sur notre fin. Faut quand même se dire que Gaudu, il y a 5 ans, c'est le mec qui a fait mis sur orbite Pinot dans le Tourmalet et qu'aujourd'hui, il est péniblement 15e du Dauphiné derrière des mecs comme Menciès qui a 65 ans, ou enfin voilà quoi. Donc non, j'espère qu'on aura d'autres choses les années à venir et aussi pour le Tour de France dans un futur proche. Je pense que voilà, chasser le général à la Guillaume Martin où voilà, je suis 10e, c'est super, c'est génial, on s'accroche à ça. Bah moi je suis déçu forcément. Je préfère avoir des Français qui vont se battre pour des victoires d'étape, qui sont offensifs, qui dynamitent la course, qui sont à l'avant, qui essaient d'aller chercher le maillot à poids. Enfin voilà, des choses assez où en fait pendant 3 semaines, bah t'es en alerte, t'es là, tu te bats, t'es toujours dans le coup et ton adversaire direct, c'est pas, je sais pas, si je prends l'exemple ici, si tu te bats pour la 10e place, ton adversaire direct, ça va être Lascano, quoi. Bah super, le duel, honnêtement, m'intéresse pas. Donc voilà, je pense qu'on a des coureurs qui avaient cette capacité dans le passé à aller jouer des étapes, à savoir jouer ce qu'il faille dans les courses. On a eu des beaux vainqueurs français, de belles étapes surtout. Et que malheureusement, je trouve que maintenant, on l'a de moins en moins. J'espère que c'est pas le... bon, c'est un peu plus d'actualité, mais j'allais dire, j'espère que c'est pas le semi-déclin d'Alaphilippe qui a fait perdre toute envie aux Français dans le peloton professionnel. Mais voilà, j'espère pendant le Tour de France qu'on aura quand même l'occasion de voir de belles choses de la part de nos coureurs tricolores. Ouais, mais il y a quand même un sentiment de déclassement. Enfin, je me souviens l'année dernière, Poppy, quand on avait fait la preview du Dauphiné, on se disait, bah, il y a 2 favoris du Dauphiné, il y a Vingegaard et puis, quasi au même niveau, il y a David Gaudu, quoi. Et en fait, aujourd'hui, David Gaudu, on le cite même plus. Enfin, je pense que personne le citera parmi les favoris au top 5 du Tour, quoi. Enfin, j'ai vraiment cette impression, là, que depuis 1 ou 2 ans, on fait que chuter Guillaume Martin, tu vois que maintenant c'est le premier lâché dans une étape de montagne d'un groupe de 6-7 alors que t'as encore des rouleurs dans le groupe, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a des problèmes de prépa dans ces équipes, et c'est un peu bizarre quand même, mais bon, en tout cas c'est clair que là, si vous allez chercher un successeur à Bernard Hinault cette année sur le Tour, non, ce sera pas le cas, et c'est un petit peu triste, moi je trouve. Après on peut saluer quand même le comportement de Romain Grégoire, hein. Bon bah on s'était dit est-ce qu'il a mal couru face à Derek G, etc. Quand on voit le niveau de Derek G cette semaine, on se dit qu'il a fait ce qu'il pouvait et que déjà cette 2e place elle était assez belle. Et on peut par contre, Romain Grégoire, on peut se dire que sur le prochain Tour de France avec pas mal d'étapes un peu puncher, baroudeur, ça pourrait lui convenir. C'est peut-être lui notre meilleure chance de victoire française d'étape sur le prochain Tour. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Ouais, rien à ajouter. Toi, Et je pense que t'as bien conclu. C'est tout bon pour vous sur ce Dauphiné? Oui. Eh ben écoutez, je propose qu'on passe à la dernière course de prépa du Tour de France avec cette semaine le Tour de Suisse. Alors un Tour de Suisse, alors on va pas détailler chacune des étapes. En gros, donc le Tour de Suisse, ça vient de démarrer avec déjà la prise de pouvoir d'Yves Lampart sur un prologue, et donc va s'étendre jusqu'à dimanche prochain. Alors grosso modo au programme, 2 étapes lundi et mardi qui vont être pour les punchers. Puncher sprinter, mais quand même il faudra savoir un peu grimper parce qu'il y a des petits coups de cul dans le final. Et puis ensuite à partir de mercredi, jeudi, vendredi et samedi, il y a 4 étapes de montagne. Alors rien d'insurmontable, pas de grosse altitude, etc. Mais à chaque fois des arrivées au sommet sur des pentes qui avoisinent à chaque fois les 7-8% et des montées de 10 km. Donc j'ai quand même l'impression que ça va être pas mal de courses de côte. On avait notamment une étape reine avec plusieurs cols, mais qui a été amputée à cause de la neige qui est toujours présente ce début juin dans les cols. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on va avoir un sacré plateau de favoris, et puis une dernière étape dimanche prochain qui est un contre-la-montre en côte à Villars-sur-Olon. Voilà, donc finalement, chaque jour, on va être un petit peu sur de la montagne, et les favoris au général, on devrait les voir. Donc ouais, un parcours qui va être plutôt montagneux. Il fait pas bon des sprinters. Je vois des Cavendish, des Jordi Meus sur la liste de départ. Bah autant vous dire que fallait mieux pas les mettre dans votre équipe Cycling Fantasy, parce qu'à mon avis, ils rapporteront 0 points. Mais on a quand même un plateau qui est plutôt sympa. Souvent le Dauphiné, il accapare les coureurs du
en prépa du Tour de France et le Tour de Suisse, on a un plateau qui est peut-être un petit peu dévalué. Cette année, j'ai quand même l'impression qu'on a un très beau plateau. Je crois savoir que tous les deux, vous avez repéré chacun des coureurs que vous allez suivre attentivement cette semaine en vue du Tour de France. Est-ce que vous avez un ou deux favoris pour aller remporter ce Tour de Suisse? Oui, mais déjà, le Tour de Suisse, moi je trouve que vu le plateau, c'est une des courses avec la plus homogène en fait de cette saison et où on va vraiment, moi c'est une course que j'adore et que j'ai vraiment très hâte de voir parce que il y a vraiment beaucoup de candidats à la victoire. Et on peut citer parmi eux, pour moi, il y a Bernal qui fait un retour assez fracassant sur la scène des courses par étapes. Et ça fait vraiment très plaisir à voir. On a par exemple un Joao Almeida qui peut vraiment peut-être faire quelque chose sur ce Tour de Suisse avec des qualités assez un peu de partout. Voilà. Sinon, il y a aussi pardon, j'oublie. En fait, je me suis embêlé les pinceaux, mais un Félix Gall ou avec la dynamique Décathlon, et on l'a pas encore trop vu en fait cette saison-là. Si il continue sur la lignée de ses coéquipiers, il peut aller très très loin. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, en effet, que c'était assez homogène ce Tour de Suisse dans la start et ses favoris. En fait, le Tour de Suisse, je trouve que c'est quand même une course qui est assez souvent intéressante et c'est aussi une belle course dans le calendrier. Une bonne course de prépa aussi. On sait qu'il y avait eu un Vlasov une année qui avait été vraiment plutôt costaud. Là, cette année, moi, je vois bien quand même Madame Yates tirer potentiellement son épingle du jeu, voilà, se mettre en forme avant le Tour de France où voilà, on sera équipier de grands luxe pour Tadej Pogacar. Voilà, Adam Yates, je pense qu'il a besoin aussi d'une course un petit peu pour se mettre bien. Il a juste remporté le Tour d'Oman cette année, donc il a besoin de un petit regain de confiance et de voir qu'il est toujours quand même au top niveau. Et puis aussi, pour essayer de rester dans la rivalité, bah il y a les Visma avec Ken Uijtdebroeks, je sais pas très bien le prononcer, Uijtdebroeks. Ouais, on fera pas mieux que toi. Kian, qui voilà, jeunesse. Lui aussi reste sur deux courses où je pense qu'il y a de la déception, notamment ce Giro de cette année. Il avait fait top 10 sur Tirreno, donc on sait qu'il peut faire de bons résultats. J'espère que ce Tour de Suisse va lui ouvrir justement cette porte en grand. Il a pas, voilà, c'est un tout petit chrono, donc pas très inquiétant, mais je pense que le parcours peut bien lui convenir et qu'il peut aussi aller briller avec son maillot jaune de la Visma, donc ça peut être intéressant. Pareil dans cet objectif de retrouver un petit peu de confiance, de se remettre dans le bain de la compétition et surtout de ce plaisir de pouvoir lutter pour les premières places. Je pense que c'est toujours agréable pour un de ces deux coureurs-là, et même pour beaucoup de coureurs, de lutter pour la victoire plutôt que de lutter pour ne pas mourir, j'ai envie de dire, en queue de peloton. Ouais, Adam Yates, ça va être intéressant, t'en parlais. Adam Yates, il a très peu couru cette année puisqu'il a été victime d'une commotion sur l'UAE Tour et puis ensuite il est revenu qu'au Tour de Romandie où il était plutôt très moyen. Donc ouais, ça va être intéressant de voir son niveau parce que c'est censé être lui le premier lieutenant en montagne de Tadej Pogacar, celui qui devrait tout faire péter dans l'école. Donc ça va être assez intéressant de le voir se situer. Moi aussi, je pense qu'il va être très fort, mais je le vois pas gagner. Moi, vraiment mon favori, c'est le vainqueur sortant, celui qui a gagné la course l'année dernière. C'est Mathias Kjelmose. Pourquoi ? Parce que on n'a pas une orgie de montagne et surtout on a des montées sèches et Kjelmose, de par son profil de grimpeur puncher, je pense que ça va bien lui convenir. L'année dernière, il était très fort sur le Tour de Suisse et puis Kjelmose aussi, il y a ce contre-la-montre le dernier jour, c'est un excellent rouleur. Et lui ne devrait pas participer au Tour de France puisque cette année il vise d'être leader de son équipe sur la Vuelta. Et donc voilà, il ferait vraiment de ce Tour de Suisse un objectif à part entière. Donc moi je le vois bien gagner, mais
Mais ça va être très intéressant parce que tu vois des mecs comme Bernal qui allait se préparer en Colombie, comme tu disais Loïc, bah voilà, qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce que il y a un leadership chez Ineos à aller chercher, hein, et Carlos Rodriguez il pousse très fort pour avoir ce leadership. Egan Bernal, est-ce que ce sera seulement un équipier? Est-ce qu'il va montrer cette semaine, bah voilà, qui peut faire quelque chose? On se rappelle que Bernal, la dernière fois qu'il a disputé le Tour de Suisse, il l'a gagné et c'était en 2019, ouais, c'est ça. Et bah quelques semaines après, il remportait le Tour. Donc voilà, ça va donner également une sacrée vue de ce qu'il peut faire. Et Félix Gall également, bah, qui était également très fort sur le Tour de Suisse l'année dernière, qui a vraiment pas beaucoup couru sur ce début de saison. Donc c'est pareil, ça va donner pas mal d'indications. Et puis moi, voilà, après il y a quand même deux Français qui seront peut-être parmi nos deux. Enfin, qui sont nos deux meilleures chances sur cette course. Alors le premier c'est Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, il fait un bon début de saison, il fait deuxième de la Flèche Wallonne, et il a fait un très très bon chrono là pour démarrer. C'est un profil qui peut bien convenir également à Kevin Vauquelin, donc je sais pas ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, Lenny Martinez, hein, qui vient de remporter la Mercantour Classique, qui est un peu casse-tout depuis le début de l'année, qui fait que des top 10 sur les courses par étape pour le Tour. Donc comment vous voyez, vous, ces deux Français situés dans cette semaine, enfin, où est-ce que vous les attendez? Bah, Kevin Vauquelin, je sais pas si il va vite. Enfin, je l'ai trouvé une des plus grosses têtes de Arkea cette année. Il fait deuxième du flash qui était un peu spécial, hein, où tout le monde était frigorifié. Il fait une très très belle place, mais et il est aussi très bon contre la montre. Après, je sais pas si vraiment viser un général, ce sera encore dans ses capacités. Enfin, je sais pas s'il peut aller vraiment viser un général face à l'adversité qui est pour l'instant. Après, je pense qu'il est en très bonne forme et il peut faire du très bon travail. Et notre plus grande chance au général, pour moi, Lenny, il vise clairement le podium, voire plus sur Tour de Suisse. Vu la forme étincelante qu'il a cette saison-là, peut-être qu'il a peut-être un chouille trop couru cette année pour l'instant, mais comme il fera pas le Tour, il peut aller faire, il fera sa coupure estivale pendant le Tour de France. Donc, moi, je pense que lui, c'est vraiment une chance de la gagne, quoi. Ouais, carrément, Lenny Martinez, voilà, il reste sur une victoire sur le Mercantour, huitième en Romandie. Il avait aussi il a gagné quoi? Tour du Doubs et Tour de Besançon, et pas le Tour du Jura. Donc voilà, ouais, je pense que ouais, il faut aller chercher la victoire pour Lenny Martinez, c'est possible, faut y croire. Il y a des gros noms certes, mais bon, voilà, c'est à sa portée, je pense. C'est à sa portée au vu de sa saison. Comme tu as dit, il fera pas le Tour, donc il aura aussi cette coupure, cette petite préparation, mais de repartir du Tour de Romandie avec au moins un podium, allez, mais avec une victoire, ça serait vraiment génial. Et je pense qu'il a les moyens pour le faire. Et s'il s'en donne les capacités, ben en vrai, pourquoi pas en rêver et nous faire rêver pour Lenny Martinez après ce Tour de Suisse. Ouais, tout à fait. Ben écoutez, on va suivre ça avec attention. Et puis, au-delà de ses favoris un peu pour le classement général, il y a quand même des mecs. Voilà, il y a deux étapes pour les punchers au début pour démarrer. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a des petites têtes assez sympas. On a du Van Gils, on a du Bettiol, on a du Michael Matthews. Est-ce vous avez repéré un mec que vous allez suivre, notamment ensuite des mecs qui sont sur le Tour de France et qui pourraient être intéressants de voir le niveau cette semaine? Euh, Thibaut Nice, pour moi, il est Ouais, très tout à très fait. très Ouais. très très fort. Après, il y a un Axel Laurence aussi qu'on a vu sur le Tour de Norvège, qui est très très bon cette saison-là et qui rebondit très bien de toutes les histoires qu'il a eues avec son équipe il y a 2 ans, son passage en Conti, un peu un peu dans l'ombre, on dirait. Et depuis l'année dernière, depuis qu'il a gagné son maillot de champion du monde, il est étincelant, il est très bon cette saison-là. Pour moi, il est dans un groupe de 20 mecs, 20-30 mecs, c'est ce qu'on disait en fait sur la preview du Dauphiné. C'est-à-dire qu'au début, on pensait qu'il allait faire le Dauphiné. Pour moi, c'est un des plus gros, des plus grosses pattes et qui peut aller gagner un sprint de 20-30 mecs comme ça en montée. Mais
On a plein de monde qui est en forme. Ouais, c'était pas forcément un puncher, mais plus un grimpeur, c'est Lutsenko qui est malheureux, je trouve, sur ce Giro. Il était en forme. Voilà, il doit abandonner. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur un Tour de Suisse aussi. C'est un coureur, je sais pas, j'aime bien. C'est capable d'aller titiller un petit peu pour les étapes, un peu j'ai envie de dire ce bout en train, mais je sais pas si le terme est bien choisi. Mais voilà, j'ai envie de croire en Lutsenko, un petit peu en cette revanche par rapport à ce Giro écourté. Je pense qu'il peut aller chercher aussi, lui, il peut bien se passer au général. Peut-être aller chercher une victoire d'étape s'il est dans le bon groupe. Enfin, voilà, il, il a en tout cas, moi je trouve qu'il a le profil pour être intéressant à suivre dans ce Tour de Suisse. Et ouais, je sais pas, moi j'ai envie de suivre Lutsenko. En fait, Lutsenko, dès qu'il est dans une course, j'aime bien suivre un petit peu ce qu'il fait parce que c'est un peu à quoi la Meintjes, on s'attend pas forcément à ce qu'il soit là et parfois il est là et bah il a quand même sa carte à jouer. Alors certes dans un peloton avec des gros noms, là évidemment que c'est un peu compliqué, mais s'il est bien positionné au général, ça peut être intéressant. S'il prend la bonne échappée, ça peut être intéressant pour se replacer aussi. Donc voilà, moi je pense que Lutsenko, je vais le suivre pendant cette semaine de course. Ouais, ben moi, il y a 2-3 coureurs que j'ai repérés. Il y a Maxime Van Gils qui a fait un super début d'année, qui arrête pas de faire des places d'honneur et de gagner des courses. Il a gagné ses 2 premières victoires il y a quelques semaines et je le vois bien gagner une des 2 étapes des 2 premières étapes pour Puncher. Donc je vais miser Van Gils. Je pense que ça pourrait être un grand animateur également sur le Tour de France et puis également voir ce que peut faire sur cette semaine un coureur comme Tom Pidcock qui revient, qui a fait du VTT là au mois de mai et qui revient sur ce Tour de Suisse. Est-ce que Pidcock c'est un mec qui va briller en montagne? Est-ce qu'il va plus être là pour faire le puncher, faire l'animation enfin, je sais pas. Enfin, je pense qu'on sait rarement à quoi s'attendre avec Tom Pidcock, donc c'est un bon révélateur également du niveau qu'il peut avoir sur le Tour de France. Et puis voilà, lui aussi il disait j'aimerais bien tester sur le général du Tour, qu'est-ce que ça va donner avec Bernal, tout ça. Donc non, il y a pas mal de mecs, ça qu'on devrait voir. Je trouve que la start list est assez homogène entre mecs qui viennent pour briller sur ce Tour de Suisse, mecs qui viennent pour préparer le Tour de France. Donc ça va être très très sympa à suivre toute la semaine. Ouais, Ouais, il y a d'autres, enfin, il y a un Deli qui peut, bon, pour moi, il va pas faire grand-chose cette semaine-là, mais il y a aussi un Wout Poels qui est très 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 bon en montagne, qui peut aller viser des étapes sur ce Tour de France, qui a une très belle start list. il y a du beau monde, hein. Non, mais ça va être une course super agréable à suivre, je pense, si vous avez du temps pour regarder ça cette semaine, ça peut être vraiment très intéressant et être un bon avant-goût du spectacle qu'on pourra avoir au Tour de France. Tout à fait. Et ben écoutez, si c'est bon pour vous, on va clôturer cette émission. On a fait le tour les gars, je pense. Écoutez, cap sur le Tour de France. Maintenant, ça arrive dans 3 semaines. Donc il y a le Tour de Suisse cette semaine, il y a le Tour de Belgique qui va également démarrer à partir du milieu de semaine et le Tour de Slovénie également. Voilà, les dernières courses par étapes avant le Tour de France et cette semaine avant les championnats nationaux la semaine prochaine. Écoutez, un petit rendez-vous aussi cette semaine, c'est la série Netflix, la saison 2 de la série Netflix sur le Tour de France qui sort dès ce mardi, il me semble. Donc je pense qu'on essaiera de vous faire un peu une émission débrief de l'émission d'ici au week-end prochain. On va essayer de regarder les épisodes assez rapidement, mais je pense qu'on a tous un peu hâte de voir ce que ça a donné. En tout cas, le teaser était assez alléchant. Puis d'ici là, voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner. Et puis évidemment, quand vous allez rouler, faites attention à bien vous alimenter parce que la fringale guette. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Salut à tout le monde, des bisous et allez Romain Bardet.